Ils ont dit que l'héritage avait été partagé équitablement. J'ai eu 500 $. Ma sœur a eu la maison, la voiture, et le compte que j'ai alimenté pendant 10 ans avec mes parents. Elle mérite la stabilité, m'a texté papa. J'ai répondu, moi aussi. J'ai déposé une plainte, gelé l'accès à la succession et prévenu l'exécuteur testamentaire. 2 jours plus tard, maman a appelé. Tout est bloqué. Je n'ai pas répondu, j'ai juste regardé les déménageurs reprendre chaque clé, chaque titre de propriété, chaque dollar. J'ai eu 500 $, ai-je dit d'un ton neutre, tenant le chèque comme s'il pouvait se désintégrer dans mes mains. Sois reconnaissant, m'avait texté mon père plus tôt. Elle mérite la stabilité. La stabilité. Et elle a eu la maison, la voiture entièrement payée, le compte d'épargne de 10 ans que j'ai alimenté avec eux. J'ai eu un chiffre plus petit que notre facture mensuelle de Wi-Fi. Équitablement, ont-ils dit. Équitable, comme faire travailler votre enfant aîné à 2 emplois pendant ses études universitaires pendant que votre petite préférée se cherchait à Bali. Équitable, comme la regarder se faire renflouer de ses dettes de carte de crédit 3 fois pendant qu'on me disait d'arrêter d'être si négatif. Alors, quand l'avocat de la succession a fait glisser ce chèque sur la table, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas argumenté. J'ai déposé une plainte, gelé la succession et envoyé un courriel à l'exécuteur testamentaire avec une liste horodatée de chaque dépôt que j'avais fait sur ce compte joint. 2 jours plus tard, mon téléphone s'est allumé. Maman. Tout est bloqué. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas répondu. Je me suis juste assis sur le porche, regardant les déménageurs reprendre la clé de la maison, le titre de propriété de la voiture, les dossiers du compte jusqu'au dernier dollar. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ou peut-être que si, et j'étais juste trop loyal pour le voir. En grandissant, j'étais le responsable, celui qui répare les choses, celui qui s'en occupe. Anna, elle, était la rêveuse fragile, toujours à un paiement manqué d'une crise, toujours sauvée à la dernière seconde par maman ou papa avec un câlin larmoyant. Elle a juste besoin d'un peu d'aide. Quand j'avais 17 ans, j'ai pris des quarts de travail le week-end dans un garage. Papa a dit que ça forgerait le caractère. Elle a quitté son travail dans une boutique parce que sa patronne était méchante. Je me souviens être rentré un jour, de la graisse encore sous les ongles, et de l'avoir trouvée en pleurs dans la cuisine. Apparemment, elle avait de nouveau mis son compte courant à découvert. Maman la serrait dans ses bras comme si elle venait de survivre à une guerre. « Peux-tu aider ta sœur à payer son loyer ce mois-ci » a demandé papa. J'étais encore au lycée, mais j'ai aidé. J'ai toujours aidé. Ça a commencé petit, quelques centaines de dollars par-ci, des frais de retard par-là. Puis est venu le compte d'épargne joint. On construit ça ensemble, a dit papa, pour l'avenir, pour vous deux. J'ai déposé de l'argent sur ce compte chaque mois. Parfois un peu, parfois la moitié de mon salaire. Je l'ai fait pendant 10 ans, même après avoir déménagé, même quand je sautais des repas pour rembourser mes prêts étudiants. Quand j'ai demandé à Anna si elle contribuait aussi, elle a juste ri. Je suis entre 2 emplois, disait-elle en sirotant du vin sur le canapé de maman. D'ailleurs, maman et papa ont dit de ne pas m'inquiéter. Ils s'occupent de moi. J'aurais dû le voir à ce moment-là, mais je ne l'ai pas vu. Pas vraiment. Jusqu'à ce que papa tombe malade. Cancer du pancréas. Le genre rapide. Le genre cruel. Nous nous sommes tous mobilisés. J'ai pris un congé sans solde, j'ai passé des nuits à l'hôpital et j'ai géré les factures quand maman ne pouvait pas y faire face. Anna est arrivée avec des lunettes de soleil de créateur, est restée 1 heure, a pleuré dans le couloir et est partie. Quand il est décédé, c'est moi qui tenais la main de maman. C'est moi qui ai organisé les funérailles, trié les documents et vidé son placard. Anna a choisi les fleurs et a posté une photo en noir et blanc sur Instagram avec la légende « Il était mon rock ». Brisé à jamais. Elle n'a pas pleuré à l'enterrement. Elle a pleuré quand l'avocat a lu le testament, non pas parce qu'elle était surprise, mais parce qu'elle était satisfaite. La maison revient à Anna, a dit l'avocat, selon le codicile signé 3 mois avant le décès. J'ai cligné des yeux. Quoi? La voiture, a-t-il continué. Et le compte d'épargne joint. Mes oreilles se sont mises à siffler. Excusez-moi, ai-je dit, plus fort cette fois. Je dépose de l'argent sur ce compte depuis une décennie. Votre nom a été retiré il y a 6 semaines, a dit l'avocat en faisant glisser une impression sur la table. Retiré il y a 6 semaines.
Quand papa était trop faible pour se lever sans aide, quelqu'un avait retiré mon nom de ce compte. C'est probablement une erreur administrative, a dit maman rapidement, sans me regarder dans les yeux. Mes mains tremblaient. J'ai regardé Anna. Elle n'avait pas l'air coupable. Elle avait l'air suffisante, comme si c'était son couronnement. Tu t'en sors bien, a suggéré maman. Elle a besoin de stabilité. Elle a besoin de stabilité, ai-je lâché. Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait ces 10 dernières années, construire des châteaux en Espagne? Mais c'était le moment. Le moment où j'ai réalisé que je n'avais jamais été leur enfant. Pas vraiment. J'étais leur fondation, leur distributeur de billets, leur ligne d'urgence. Et maintenant que papa était parti, il n'avait même plus besoin de faire semblant. Et elle a tout eu. Et moi, un chèque de 5 cents. Je suis rentré chez moi cette nuit-là et je n'ai pas dormi, je suis juste resté assis à regarder le plafond pendant que les souvenirs m'envahissaient. La fois où j'ai renoncé à un entretien d'embauche pour conduire Anna aux urgences parce qu'elle s'était tordu la cheville, elle avait la gueule de bois. La fois où je lui ai prêté de l'argent pour couvrir une caution, pour découvrir plus tard qu'elle n'avait jamais déménagé, elle avait utilisé l'argent pour s'envoler pour Tulum. La veille de l'opération de papa, elle m'a texté, « Tu penses que je devrais me teindre en blonde ?» Et me voilà, seul et furieux. Mais plus que ça, j'en avais fini. Parce que ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de respect, ou de son absence. Alors j'ai sorti les classeurs, chaque reçu de dépôt, chaque texto de papa disant « Nous apprécions ton aide », des captures d'écran des soldes de compte et des copies d'anciens relevés avec mon nom imprimé clairement en haut. J'ai tout numérisé, compilant un dossier si complet qu'il ferait pleurer un auditeur. Puis j'ai envoyé un courriel à l'exécuteur testamentaire, j'ai tout joint et j'ai écrit une seule phrase, je conteste la distribution des biens et dépose une plainte formelle. 1 heure plus tard, l'accès à la succession était gelé. Je m'attendais au silence, peut-être à un courriel formel. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était l'appel téléphonique à 7h14 du matin, 2 jours plus tard. Maman. Tout est bloqué. Qu'est-ce que tu as fait? Sa voix n'était pas triste. Elle était furieuse, comme si j'avais volé son argent. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai déposé une plainte. Je conteste le testament. Tu ne peux pas faire ça comme ça. Si, je le peux, ai-je dit calmement, et je l'ai fait. Elle s'est tue. Puis, Anna a besoin d'un accès. Son paiement d'hypothèque. C'est aussi mon compte. Ou du moins, ça l'était. Tu dramatises. Ce n'est pas ce que ton père aurait voulu. J'ai ri. Un rire sec, amer. Oh, tu veux dire avant ou après qu'il ait tout cédé à Anna et supprimé mon nom alors qu'il était trop malade pour même se rendre en voiture au bureau de l'avocat? Ne fais pas ça, a-t-elle dit. Tu vas déchirer cette famille. Je n'ai pas répondu, parce que cette famille n'existait pas. Elle n'a jamais existé. Après avoir raccroché, mon téléphone a explosé. Des textos de cousins, de tantes, même d'amis de la famille dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Pourquoi fais-tu ça, Anna? Ton père lui a tout laissé pour une raison. On ne poursuit pas sa famille en justice. Mais aucun d'entre eux n'était là à 3 heures du matin quand je conduisais papa à l'hôpital. Aucun d'entre eux n'a signé les chèques, payé les factures ou veillé à son chevet pendant qu'Anna se faisait faire une manucure. Aucun d'entre eux n'a sacrifié quoi que ce soit, mais ils étaient prêts à me faire honte parce que je demandais pourquoi la personne qui avait tout donné se retrouvait avec rien. Puis on a frappé à la porte. J'ai ouvert et je suis resté bouche bée. Anna. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un en deuil. Elle avait l'air furieuse. Manteau de créateur, ongles frais, pas de larmes. Tu as demandé le gel de la succession? Je ne l'ai pas invité à entrer. Oui, ai-je dit, je l'ai fait. Tu es en train de tout foutre en l'air. Je conteste le testament, ai-je dit, pour des motifs légaux. Elle a ricané. Des motifs légaux? Pourquoi? La jalousie? Faux et usage de faux. Tu as modifié les documents du formulaire de changement de compte. Son visage s'est figé. J'ai les originaux, ai-je poursuivi. La banque a vérifié les documents. J'ai comparé la véritable signature de papa avec celle du dossier. La tienne ne correspond pas. Pas même de loin. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a réessayé. Ça ne prouve rien. Bien sûr que si.
Ça prouve que tu as pris quelque chose qui n'était pas à toi. Son sang-froid s'est fissuré une seconde. Tu n'auras pas la maison, a-t-elle sifflé, ni la voiture, ni rien du tout. Je ne veux pas de la maison. Cela l'a fait cligner des yeux. Je veux que tu rendes des comptes, ai-je dit en m'avançant. Et une restitution pour les 10 ans que j'ai investis dans ce compte. Pour chaque fois que je t'ai renfloué. Pour chaque mois où je me suis privé pour que tu puisses vivre comme une princesse. Sa bouche s'est tordue. Papa m'aimait plus. C'est pour ça. J'ai carrément ri. Tu penses que c'est une question d'amour? Tu penses vraiment que ça a de l'importance maintenant? Elle a détourné le regard, la mâchoire serrée. Tu es pathétique, a-t-elle dit. Tu as toujours été jaloux de moi parce que je suis meilleure, plus jolie, que j'ai de la valeur. C'était ça. C'était le moment. Parce que je l'ai vue, la vraie elle. Pas de chagrin, pas de remords, juste un sentiment de droit acquis. Le genre qui pensait que mentir, falsifier des documents et vider les économies de toute une vie de quelqu'un d'autre était simplement ce qu'elle méritait. Je n'ai pas bronché. Tu sais quoi, ai-je dit. Tu peux garder tes illusions, mais le tribunal s'en fichera. Ils verront la signature falsifiée, les relevés bancaires, les textos de papa me remerciant de soutenir le compte familial, et le fait que tu n'as jamais contribué un centime. Elle a reculé. J'ai fermé la porte. Elle a frappé une fois, puis une autre, puis le silence. Le lendemain, j'ai reçu l'appel officiel du bureau de l'exécuteur testamentaire. En raison de nouvelles preuves soumises, la succession est gelée en attente d'une enquête. Tous les transferts d'actifs sont suspendus. Le même après-midi, j'ai engagé un expert comptable judiciaire. Il a examiné chaque année d'activité de ce compte. Et devinez quoi? Non seulement j'avais contribué à 92% du total des dépôts au cours de la dernière décennie, mais Anna y avait effectué des retraits à plusieurs reprises tout en prétendant qu'elle ne savait même pas comment y accéder. Lorsque j'ai présenté cela à l'avocat de la succession, ils ont demandé un examen complet. Maman a rappelé. Tu fais vraiment ça à ta sœur? Non, maman, ai-je dit. Je le fais pour moi. Elle s'est mise à pleurer. Je n'ai pas raccroché. Je l'ai juste laissé pleurer parce que, pour une fois, ce n'était pas moi qui m'excusais. Ce n'était pas moi qui me sacrifiais. Ce n'était pas moi qui gardais le silence pour que tout le monde puisse être à l'aise. Une semaine plus tard, des déménageurs se sont présentés à la maison. Ordonnance du tribunal. Tous les biens devaient être placés sous séquestre en attendant la décision. Anna se tenait sur le porche, criant sur l'équipe, agitant les mains, essayant de les arrêter. Mais c'était fait. Ils ont repris chaque clé, chaque titre de propriété, chaque dollar, et j'ai regardé. 3 jours après avoir gelé la succession, les appels ont commencé. D'abord maman, puis Anna, puis une vague de messagers zélés venus de tous les coins de l'arbre généalogique. Tu as fait valoir ton point de vue. Ça ne te ressemble tellement pas, tu es en deuil. Tu ne penses pas clairement. Personne n'a demandé ce qu'ils avaient fait. Personne ne s'est demandé pourquoi ce fils stable avait finalement craqué. Je ne pleurais plus la perte de mon père. Ça s'est terminé au moment où j'ai découvert qu'il m'avait laissé 500 $. Je pleurais la vérité, j'avais passé toute ma vie d'adulte à être la colonne vertébrale invisible de la famille. Et au moment où je me suis redressé, ils ont tous crié que j'étais devenu trop grand. L'audience a été fixée à 9 h du matin 2 semaines plus tard. Je suis arrivé à 7 h 40 avec une sacoche pleine de reçus, de lettres sous serment, de registres bancaires et même de messages textes entre papa et moi, où il me remerciait de financer le compte familial. Anna est entrée à 8 h 55. Elle était habillée comme si elle assistait à une présentation immobilière de luxe, manteau cher, lunettes de soleil à l'intérieur, un sourire si fin qu'il aurait pu couper du verre. Quand elle est passée devant ma table, elle n'a pas établi de contact visuel, elle a juste dit à voix basse, « J'ai toujours su que tu étais un serpent. » Je n'ai pas bronché. Les serpents muent. J'avais fini de porter ma peau. L'audience a été rapide, brutale. Mon avocat a passé en revue les dossiers financiers ligne par ligne avec le juge, chaque dépôt mensuel que j'ai fait dans le soi-disant « fonds d'avenir familial commun », chaque zéro d'Anna, chaque transaction signalée et visite au spa, achat de vêtements de boutique, billets d'avion, des milliers de dollars dépensés pour quelque chose appelée la retraite de la mentalité de déesse, à Sedona, où Anna a apparemment retrouvé son énergie féminine ancestrale. Payé avec mon travail.
Le juge a fixé la feuille de calcul pendant un long moment, puis s'est tourné vers l'avocat d'Anna. Contestez-vous quoi que ce soit de tout cela? Il s'est éclairci la gorge, a ajusté ses lunettes. Ma cliente croit que son père avait l'intention qu'elle ait ses actifs. Croit, a répété le juge. Puis il s'est tourné vers moi. Avez-vous une preuve d'une intention différente? J'ai hoché la tête et j'ai sorti une enveloppe usée. L'écriture de papa. Datée de 3 semaines avant son décès. À l'intérieur, une lettre. Vraie, honnête, brute. Si tu lis ceci, quelque chose a mal tourné. Je n'ai rien changé. Je n'ai pas retiré ton nom du compte. Je n'ai jamais réécrit le testament. Ce n'était pas moi. J'ai fait confiance à ta mère pour gérer les choses. Peut-être que je n'aurais pas dû. Je l'ai remise. La salle d'audience était silencieuse pendant que le juge la lisait. Le seul son était la respiration d'Anna, de plus en plus forte et tremblante. Et puis il a parlé. Je suce pas le testament révisé. Sur la base des preuves financières et de cette lettre, le tribunal trouve des indications crédibles de captation d'héritage et de fraude potentielle. Anna a eu le souffle coupé. Fraude? Ce n'est pas. C'est mon héritage. Le juge n'a même pas scié. Ce n'est pas votre héritage s'il a été volé. Mais ce n'était pas la fin. Car juste au moment où la session allait être ajournée, mon avocat a remis un dernier dossier, une analyse judiciaire. La signature sur le testament révisé avait été copiée, extraite numériquement d'un formulaire médical que papa avait signé en 2014 dans une clinique, et insérée dans le testament à l'aide d'un logiciel de retouche de base. Une correspondance directe, pixel par pixel. Le juge a frappé une fois de son marteau. La succession est ramenée à sa structure originale. Partage égal des actifs. Restitution de 46 700 $ du haut plaignant, et cette affaire est renvoyée pour enquête. À l'extérieur du palais de justice, Anna m'attendait, les bras croisés, la rage bouillonnant derrière son mascara. Tu penses que c'est la justice? Tu te prends pour un héros? Non, ai-je dit calmement. Je pense que j'ai enfin arrêté de jouer ton idiot. Elle s'est approchée. Tu as toujours été jaloux. C'est pour ça que tu fais ça. Tu ne supportais pas que papa m'aime plus. Je l'ai regardé et j'ai tout vu si clairement. Pas de culpabilité, pas de honte, juste un sentiment de droit acquis aussi naturel pour elle que de respirer. Il ne t'aimait pas plus, ai-je dit. Il était juste incapable de te dire non. L'histoire a éclaté en ligne le lendemain. Quelqu'un a fait fuiter le résumé de l'affaire. Titre, un fils gèle la succession après un héritage de 500 $, découvre des années de fraude. Ça a fait un tabac. Pas à cause de moi, mais parce que le public connaît cette histoire, le frère ou la sœur discret, le fiable, celui qui ne demande jamais rien jusqu'à ce que tout soit parti. J'ai commencé à recevoir des messages d'inconnus. Un homme a écrit, « Votre histoire m'a donné la force de dire enfin non à ma sœur. » Une autre femme, « J'ai financé l'hypothèque de ma mère pendant 12 ans. Je n'ai même jamais eu un merci. » Vous n'êtes pas seul. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était plus seulement personnel. C'était universel. Puis est venu le rebondissement que je n'avais pas vu venir. Un courriel privé de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Jason, un vieil ami de papa, un type dont je me souvenais des barbecues quand j'étais enfant. Il a écrit, « Je connaissais ton père mieux que presque n'importe qui, et je pense qu'il y a quelque chose que tu devrais savoir. » Il a joint une lettre numérisée. Datée de 6 mois avant le décès de papa, signée, attestée, tamponnée. C'était un projet de fiducie, jamais déposé, qui partageait la succession à parts égales mais incluait une clause, si l'un ou l'autre des enfants est reconnu coupable d'avoir agi de mauvaise foi, d'avoir manipulé des fonds, des actifs ou des relations, sa part sera réattribuée. Jason l'avait trouvé en aidant à vider le vieux garde-meuble de papa. Une boîte d'archives étiquetée, au cas où. Il s'avère que papa n'était pas aveugle. Il ne savait juste pas comment arrêter le train une fois qu'il avait quitté la gare. L'avocat d'Anna a essayé de lui éviter la prison. Ça n'a pas marché. La fraude successorale est une affaire sérieuse. Maman était la suivante. Sa voix sur le message vocal divulgué a scellé son sort, il n'a pas besoin de connaître les détails. Souris simplement et dit que c'est ce que papa voulait. Elles ont été inculpées en tant que co-conspiratrices. Pas encore de procès, mais leur réputation était ruinée. Les dîners de famille ont été annulés.
Les amitiés se sont taries. L'éclat de la petite préférée, disparu. J'ai pris ma part de la succession et j'en ai fait don d'une partie à une bourse au nom de papa pour les enfants qui ont 2 emplois et qui sont quand même ignorés. Le reste, je l'ai utilisé pour acheter une maison. Modeste, calme, la mienne. Et j'ai encadré cette lettre, celle où papa disait qu'il n'avait jamais eu l'intention de me faire de mal, parce qu'au final, c'est le seul héritage qui comptait. On dit que tourner la page se fait en douceur, que c'est une conversation chaleureuse, une profonde inspiration, une main tenue. Ils ont menti. Ma façon de tourner la page est venue avec des assignations à comparaître, des ordonnances de restitution et un juge déclarant que j'étais le propriétaire légitime de la moitié de tout ce sous quoi ils avaient essayé de m'enterrer. Ma façon de tourner la page a été bruyante, et elle a laissé derrière elle un silence si parfait, si pur, que c'était comme sortir d'un bâtiment en feu et réaliser qu'on peut encore respirer. Après la décision, Anna a disparu. Pas légalement, elle était toujours liée par la décision du tribunal. Mais elle a quitté la ville, a fermé ses réseaux sociaux et a ignoré les mêmes amis devant qui elle étalait sa vie soigneusement mise en scène. La restitution est arrivée par bribes, lentement, via un plan de paiement imposé par le tribunal. Chaque fois qu'un dépôt arrivait sur mon compte, je souriais parce que ce n'était pas seulement de l'argent. C'était un reçu, un registre de la justice. La maison a été vendue 6 semaines plus tard. La moitié des bénéfices m'est revenue. Je l'ai utilisé pour acheter une petite maison modeste, calme, mais enfin la mienne. Et pas seulement le titre de propriété, mais l'air à l'intérieur, la liberté, le silence sans tension. Je ne l'ai pas rempli de choses. Je l'ai rempli de l'absence de besoin, de culpabilité, de manipulation. Et j'ai réalisé quelque chose que personne ne m'avait jamais appris, la paix n'est pas la récompense. C'est la preuve que vous avez enfin cessé de saigner pour ceux qui tenaient le couteau. Un matin, j'ai reçu une lettre manuscrite de quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années, l'oncle Nat, le frère aîné de mon père, un homme dont je me souvenais à peine, sauf comme celui qui gardait toujours ses distances. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule page. J'ai vu les documents. J'ai vu ce que tu as fait. Ton père et moi n'étions pas toujours proches, mais je sais une chose, il avait peur. Peur de dire non. Peur de faire pencher la balance. Je pense que tu as hérité de son intégrité mais pas de sa peur. C'est pour ça que tu as gagné. Je ne m'attendais pas à des larmes, mais elles sont venues quand même. Parce que même à la fin, quelqu'un me voyait encore. Maman ne s'est plus montrée. Ni à la vente de la maison, ni à la signature finale de la succession. Elle a envoyé une lettre par l'intermédiaire de son avocat. Elle disait, allons de l'avant. Il n'y a aucune raison de s'attarder sur les choses. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai brûlé. Il n'y avait ni excuse, ni reconnaissance. Et vous savez quoi? C'était très bien, parce que je n'avais plus besoin de leur confession pour valider mon expérience. Je savais ce qu'elles avaient fait. Et maintenant, les tribunaux, l'État, l'histoire elle-même le savaient aussi. Les semaines ont passé. J'ai pris de nouvelles habitudes. Des listes de courses qui n'incluaient pas les préférences de quelqu'un d'autre. Des week-ends sans appel pour une crise. Des salaires qui restaient sur mon compte. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre communautaire, aidant les gens à rédiger des recours financiers, à contester des expulsions et des dettes des gens comme moi à qui on avait dit de se taire, de rester généreux, de rester responsable jusqu'à ce que ça les tue. Et je les ai regardés lever lentement la tête, commencer à dire non. Je me suis vu en chacun d'eux. Puis un soir, quelque chose d'inattendu s'est produit. On a frappé à la porte. C'était Alex, l'ex d'Anna. Il avait l'air épuisé, plus âgé, mais il y avait en lui un calme que je n'avais pas vu auparavant. Il m'a tendu une enveloppe Kraft. J'ai pensé que tu devrais avoir ça. À l'intérieur se trouvaient des dessins, enfantins, désordonnés, au crayon de couleur. Des bonshommes allumettes. Une carte écrite en grosses lettres irrégulières, merci d'avoir aidé mon papa. Il n'est plus triste maintenant. C'était d'Emma, leur fille, la fille d'Anna. Elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé, aucune idée que sa mère avait essayé de m'effacer. Et pourtant, voici ses remerciements pour lui avoir rendu son père, pour avoir aidé à briser le cycle. J'ai visité la tombe de papa une dernière fois. Pas de fleurs, pas de discours dramatique. Juste la lettre qu'il m'avait écrite, plastifiée et usée à force de la relire, et une photo, l'une des rares de lui et moi seuls. Nous étions à la pêche, en train de rire.
Il était jeune, j'étais petit, et nous avions l'air libre. Je l'ai laissé sur la pierre tombale. Laissant le vent prendre ce qu'il voulait. Repose en paix maintenant, ai-je dit. Je m'en suis occupé. Alors, comment ça s'est terminé? Pas avec un grand fracas, pas avec une grande réunion, mais avec moi, assis dans ma maison, buvant mon café sans vérifier mon téléphone, mes courriels, ma culpabilité. Libre. Parce que j'ai brisé la chaîne, le mythe de l'obligation, la culpabilité instrumentalisée, le mensonge selon lequel la famille signifie la reddition. Qu'il me traite de froid. Qu'il me traite d'égoïste. Qu'il me traite d'ingrat. Je connais la vérité. J'étais loyal. J'étais généreux. J'étais indulgent. Jusqu'à ce que je ne le sois plus. Jusqu'à ce que je réalise que la survie était plus forte que la loyauté, que le respect de soi valait plus qu'un héritage, que je méritais aussi la stabilité. Alors, quand les gens me demandent ce qui s'est passé avec ma famille, je réponds, ils ont partagé l'héritage équitablement. Ma sœur a eu la maison, la voiture, le compte. J'ai eu 500 $. Et puis j'ai repris tout ce qu'ils avaient volé avec des preuves, avec force, sans excuse. Je n'ai pas seulement gagné le procès. J'ai mis fin à l'histoire. Et je n'ai jamais regardé en arrière.